bonjour à toutes. Bienvenue à Média en scène pour cet après-midi de table ronde au foyer C. Premier thème qui va nous intéresser cet après-midi, la fatigue informationnelle, l'exode informationnel. Les géographes et les médecins ont découvert de nouveaux termes ces derniers mois. Figurez-vous que, vous le savez peut-être, vous en faites peut-être partie, des millions de Français ont choisi de fuir un écosystème médiatique saturé d'infos répétitives, parfois anxiogènes. Alors, pas tous, hein. Heureusement, pour France Info notamment, et Jérôme Chapuis qui va être dans cette table ronde, il reste des gens qui écoutent les chaînes d'infos continues. Et il y a une tendance quand même, malgré tout, lourde, chiffrée, analysée par la Fondation Jean Jaurès, que l'on détaillera plus tard. Je vous donne deux chiffres importants par rapport à cette fatigue informationnelle. 51% de Français se disent aujourd'hui victimes d'épuisement, de stress face à l'info. 54% se disent fatigués, 40% même très fatigués par l'info. Alors la peur de manquer une info, ce qu'on a théorisé comme le FOMO, s'est atténué en parallèle. Dans un tel contexte, comment réconcilier le public avec l'information ? Comment ? Quelles sont les pistes ? Avec quelle posologie, pourrait dire le médecin qu'on vient consulter pour fatigue informationnelle? Eh bien, on va en débattre avec, dans cette première table ronde d'une durée de 45 minutes. On va en débattre après avoir écouté les arguments de tous nos invités ici à Média en scène. Ce débat est animé par le modérateur Xavier Eutrope de l'INA. Bravo. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup d'être aussi nombreux et nombreux au foyer C. Si vous êtes là depuis le début de la journée, vous avez peut-être eu du mal à rentrer dans les salles. Vous êtes extrêmement nombreux et nombreux aujourd'hui à la Maison de la Radio. Je m'appelle Xavier Eutrope et effectivement aujourd'hui, je suis journaliste à la Revue des Médias. Alors tout le temps, je suis journaliste à la Revue des Médias, mais je suis ici aujourd'hui pour animer, comme l'a dit Cyril, une table ronde sur, je vais vous dire le titre, peut-on réconcilier le public avec l'information ? Question cruciale, puisque aujourd'hui l'information est un peu le nerf de la guerre à bien des niveaux. Et les journalistes ne sont pas forcément les plus aimés en France notamment, mais c'est pas partout pareil. Enfin, c'est quand même partout pareil. Et aujourd'hui, j'ai autour de moi 5 personnes qui sont plus ou moins bien réveillées. Jérôme Chapuis avec moi, pardon, désolé Jérôme, qui était de matinale ce matin, qui normalement est de sieste là, qui est journaliste à France Info. Donc, j'ai aussi Nina Facio, professionnelle des médias, directrice des partenariats et des bourses de recherche au Solutions Journalism Network. Pardon, je suis un peu à côté de la plaque. J'ai aussi Guénaëlle Gau avec moi, directrice générale de l'OPSOCO, Observatoire Société et Consommation, qui a travaillé avec David Medioni, journaliste, directeur de l'Observatoire des médias de la Fondation Jean Jaurès. Vous avez travaillé tous les deux sur une étude qui connaît 2 volets aujourd'hui, une en 2022, une en 2024, sur la fatigue informationnelle. Et à ma gauche, vous trouvez Gaspard G. Gaspard Gamon-Prez, c'est ça ? Comment on dit ? Gamon-Prez. Journaliste, producteur, créateur de contenu, qui a fondé l'agence Intello avec Xavier Niel, c'est comme ça qu'on peut dire. Il vous a aidé à la fonder. Et vous êtes aussi chroniqueur sur France Inter. Tout ce que j'ai dit est juste, jusqu'ici. Pas trop de problématiques. Moi, le titre, c'est pas moi qui l'ai écrit. Mais quand on me l'a proposé, il y a un premier truc qui m'est venu en tête, c'est que si on parle de réconciliation, c'est qu'il y a cassure, c'est qu'il y a rupture. Et donc, moi, la question c'est que je vais peut-être poser tout d'abord à Guénaëlle Gau et à David Medioni, c'est de quoi on parle, de quelle cassure on parle, parce que vous avez travaillé sur la fatigue informationnelle. C'est ça qu'on entend par cassure ou chose qu'il faudrait réconcilier, phénomène qui amène les gens à s'éloigner ? Oui, bonjour à tous. Oui, c'est tout à fait ça. C'est cette idée que finalement, c'était parti d'une intuition qu'on avait eue avec Guénaëlle, on n'en pouvait plus de l'information. Ça, c'était une intuition qu'on avait en 2021. On a travaillé sur le concept, on s'est dit comment on peut mesurer ça, et on avait établi cette fatigue informationnelle en 2022, 53% des Français qui ressentaient de la fatigue informationnelle, mais qui avaient une grande appétence pour l'information, qui avaient une envie de s'informer, qui avaient une envie de partager, une envie de commenter. Et évidemment, on a
suivi cette étude et on a refait cette deuxième vague donc au mois de septembre là, cette année, qu'on a intitulé l'exode informationnel, parce que ce qui s'est passé en 2 ans, c'est que finalement, il y a 2 ans, ils nous avaient dit on est très fatigué, il faudrait changer des petites choses dans les formats, dans la façon de commenter, dans la façon de raconter, dans la façon d'arrêter le flux, dans la façon de mettre des titres, de mettre des intertitres, de peut-être finalement avoir un début, un milieu et une fin dans l'information. Et finalement, il ne s'est pas passé grand-chose dans la façon dont les médias ont réagi. Et donc là, ce qui s'est passé en 2 ans, c'est cet exode informationnel, cette idée que finalement, il y a plein de gens qui coupent leur relation à l'information aux médias. Et non seulement ils coupent, et en plus, il y en a pour une grande partie, près d'un tiers des Français, qui cultivent une envie de vérité alternative et d'autres types d'informations. Si tu veux compléter, peut-être, Guénel. Non, mais c'est vrai que, bonjour à tous déjà, c'est vrai que ce qu'on observe, c'est ça, c'est-à-dire d'abord la fatigue qui reste à son niveau, mais en même temps un repli, un exode. En fait, on sort de l'information parce que, en fait, et ce qu'on constate, parce qu'on a approfondi aussi entre 2022 et 2024, c'est que, en fait, cette information, elle incapacite plus les gens. C'est-à-dire que l'information, théoriquement, c'est fait pour justement apporter du sens, pouvoir se situer dans le temps, dans l'espace, c'est fait pour pouvoir être métabolisé en connaissances, en opinions. Donc tout un tas de choses auxquelles elle est utile. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, ça se produit plus. C'est-à-dire, au lieu de produire ça, d'être métabolisé comme ça en quelque chose de constructif, individuellement, mais on pourra en reparler aussi collectivement, ce qui se passe, c'est le contraire, c'est que ça décapacite, c'est que ça crée de la vulnérabilité, ça crée un sentiment un peu d'impuissance, ça nourrit du stress, ça nourrit plein de choses comme ça. Et donc, pour s'en protéger, ce que font les Français, c'est une partie des Français. Il y en a qui continuent en fait à essayer et à avoir du mal, mais toute une partie des Français se retirent. Alors on a appelé ça exode parce que justement il y a des terres de repli. Il y a ceux qui vont se retirer dans une espèce de divertissement presque addictif. On le voit dans l'étude. Il y a ceux qui vont se retirer justement dans des territoires un peu de défiance. Alors qui signifie effectivement des informations plus alternatives. Et puis il y a ceux, on le met dans la note aussi, c'est-à-dire pour peut-être pas les plus jeunes d'entre vous, mais les autres se souviennent peut-être des guignols de l'info qui se terminaient toujours par eh bien maintenant vous pouvez éteindre la télévision et reprendre une vie normale. Une partie des Français juste se retire sur leur vie, qui fait beaucoup plus sens pour eux que l'information. Est-ce que vous avez réussi dans vos études, dans les 2 volets de votre étude, dans les 2 vagues plutôt, à déterminer quels étaient les points qui causaient cet exode, cette cassure? Vous en avez déjà parlé un peu, David? Oui. Vas-y. Non, mais c'est ça, on est un peu, si vous voulez, c'est un peu, je me disais aussi, en réfléchissant aujourd'hui, qu'on est un petit peu dans la fast news, comme il y a la fast fashion ou la fast food, d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce qui provoque ça, c'est, les gens nous disent, en fait, on a toujours le même type d'informations. En fait, on a un flux continu de toujours le même type d'informations. Et une information chasse l'autre, et donc ils se disent aussi à quoi bon. C'est-à-dire on ne replace pas les choses dans un contexte qui leur permet de faire sens. Et donc tout ça, et aussi, on pourra y revenir, mais une information qui est très polarisée. C'est un sujet qui me tient pas mal à cœur parce qu'on dit beaucoup que la société est très polarisée. En fait, c'est surtout la scène médiatico-politique qui est très polarisée, beaucoup plus que ce que moi je vois dans les Français que j'étudie au quotidien. Donc des médias polarisés, ça veut dire qu'on donne beaucoup la parole aux gens qui ont des avis totalement contradictoires, qui sont vraiment impossibles à mettre d'accord. En fait, je vous donne ça parce que nous, à l'Obsoco, on fait des études qualitatives, ethnographiques, mais aussi quantitatives, sur la base d'échantillons représentatifs. Et ce qu'on voit, en fait, souvent, c'est que même sur des sujets très polémiques, quand on pose des questions aux Français, il y en a un petit pourcentage qui est très pour, il y en a un petit pourcentage qui est très contre, et puis il y en a qui sont plutôt pour, plutôt contre, qui vont changer aussi en fonction de la façon dont la question est formulée. Ce qu'on voit dans les médias souvent, c'est juste les petits pourcentages qui s'opposent, qui sont très, très agressifs, et on confond ça avec l'image de la représentation de la société. C'est aussi pour ça que les Français sortent, parce qu'ils ne se voient plus dans l'image qu'on donne d'eux-mêmes.
David, vous vouliez reprendre la parole? Oui, juste pour compléter, il y a quelque chose qui m'a interpellé de manière très très forte en tant que journaliste, en tant que citoyen dans l'étude et dans les résultats de l'étude. C'est la majorité des gens qui nous disent j'ai arrêté de m'informer parce que ça me déprime sur l'état de l'humanité, l'état de mes frères et sœurs en humanité. Et quand on en arrive à ce point-là, je me dis que la cassure, elle est profonde dans la façon dont on a construit un commun culturel en démocratie, de la façon dont on débat de nos désaccords et on se met d'accord sur nos désaccords. Et en fait, la polarisation et ce flux permanent qui nous submerge tous et qui nous engloutit et qui nous détruit, en fait, est quelque chose qui détruit finalement le lien qu'on peut avoir les uns avec les autres dans l'information et dans la recherche d'information. Jérôme, peut-être que vous observez tout ça, vous, dans votre travail. Vous cogniez les gens le matin à 7h sur France Info. Est-ce que vous avez tout ça en tête lorsque vous lancez vos titres? C'est le cœur de nos préoccupations. Vous faisiez allusion au fait qu'à cette heure-ci, normalement, je dormais. Si je devais m'endormir là, en ce moment, j'aurais sans doute un grand dialogue intérieur avec moi-même, en me disant d'un côté, il n'y a pas forcément de problème, puisque nous, sur France Info, les sondages le montrent, les sondages d'audience montrent qu'il y a un très fort appétit pour l'information. Il y a un besoin d'information qui d'ailleurs est assez bien mis en lumière par l'étude de La Croix qui est parue ce matin. 76% des Français continuent de dire qu'ils ont un intérêt pour l'information. Et en même temps, l'autre partie de moi-même qui dit ça va, je suis évidemment conscient de deux choses. Il y a la fatigue informationnelle. C'est quelque chose qui est important, mais il y a un autre phénomène que je ne mets pas tout à fait personnellement sur le même plan, qui est celui qui va de l'agacement à une franche hostilité à l'égard des médias. Moi, je retiens deux choses de ce qui a été dit à l'instant. J'ai entendu l'importance du début, du milieu et d'une fin dans le récit médiatique, et puis la question du sens, évidemment. On se détourne des médias parce qu'on ne voit pas trop le sens. Il faut, évidemment, c'est le moment de se redire toutes les évolutions auxquelles on a assisté en quelques années, évidemment, moteur de recherche, smartphone, réseaux sociaux, donc désintermédiation, information en continu, et maintenant intelligence artificielle, tout ça accélération, et ça bouleverse complètement la manière que l'information a de circuler, et ça bouleverse chez nos auditeurs leur rapport à l'info, leur rapport au monde, et c'est de ça dont vient souvent le sentiment de submersion. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait très concrètement le matin quand on arrive à 3h et qu'on doit élaborer le menu autour d'une conférence de rédaction qui a lieu à 4h du matin? On est très attentif justement au sens, mais alors vraiment, j'allais dire au sens le plus basique du terme, c'est-à-dire la progression qu'on va donner à cette information. Et si vous voulez, les deux piliers d'une radio le matin, c'est le signal et c'est l'accompagnement. On vous écoute parce que ce matin, on sait que Charlie Dalin va arriver, donc on va allumer pour savoir si oui ou non il franchit cette ligne. Voilà, puis est-ce qu'il va y arriver à 7h, est-ce qu'il va y arriver 8h20, 21 ? Voilà, le signal, c'est en train de se passer, on y est. Et l'accompagnement, c'est une autre de nos fonctions très importantes, c'est que les gens ils nous écoutent le matin parce qu'on est avec eux dans leur quotidien. Et finalement, quand vous regardez cette fonction de signal, la première fonction, elle est concurrencée depuis 2007 par ça, depuis l'invention de l'iPhone, du smartphone. Elle a tendance à être un tout petit peu moins prépondérante dans les attentes de nos publics. Et nous, pour réconcilier les publics avec l'information, ce qu'on cherche à faire, c'est d'insister sur l'accompagnement. Alors je pourrais en parler pendant des heures, mais ça passe notamment par notre posture par rapport à l'information et faire en sorte que les gens, quand ils écoutent France Info, quelles que soient leurs origines, encore une fois, la question, peut-on réconcilier le public avec l'information? Moi, j'aimerais bien la reformuler, peut-on réconcilier les publics, les différents publics? On cherche à faire en sorte que les gens se sentent accompagnés dans leur quotidien à un moment où ils commencent leur journée et ils ouvrent la fenêtre sur le monde. Effectivement,
on est face à des modifications complètes de l'environnement informationnel. En plus, il y a des modèles économiques, on y reviendra plus tard, mais en fait, il y a beaucoup de problématiques. Bon, le service public, c'est d'autres problématiques encore, mais effectivement, on est face à des modifications profondes du champ des médias. Et il y a des gens qui écoutent un peu les journalistes et qui écoutent comment ils travaillent et qui regardent comment ils travaillent et qui analysent leurs méthodes. Je vous présente Nina Facio, qui travaille donc au Solution Journalism Network, c'est ça, et qui a écrit un livre qui a été publié la semaine dernière, il me semble, Malentendu, les Français, les médias et la démocratie chez Payot. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, quand on a discuté ensemble, vous avez beaucoup parlé de l'écoute et de la problématique de l'écoute et du fait que, quand même, c'était une problématique dans la façon que les journalistes avaient à travailler. C'est-à-dire qu'ils n'écoutaient pas forcément ou pas assez bien. C'est lequel? Pas assez bien? Pas suffisamment? Comment vous diriez les choses? Peut-être que vous voulez parler de tout à fait autre chose. Non, mais le constat de départ de ce livre, c'est qu'on n'est pas formé à l'écoute. C'est pas perçu comme une compétence, c'est perçu, même pour les journalistes, comme un talent à la rigueur. Donc il y a certains journalistes qui écoutent bien, d'autres non. Et en grande majorité, on ne sait pas faire. Pas que les journalistes d'ailleurs, tout le monde dans la société. Mais c'est vrai que quand on est journaliste et qu'on se fait le relais d'une information, on est aussi un passeur de parole, on doit avoir cette capacité d'écoute. Et donc, à travers ce livre, je milite, moi, pour un journalisme qui se positionne comme un métier du lien, un métier du soin, pour répondre à cette fracture entre médias et citoyens, mais pas que, pour répondre aux fractures qui existent dans la société et qui semblent se creuser. Et ce n'est pas pour minimiser les nombreuses études de mes collègues ici présents, mais en général, il y a quand même énormément d'études qui sortent très régulièrement sur le rapport des Français, et pas que les Français, comme vous l'avez dit, à l'information. Et moi, l'impression que ça me donne, c'est que c'est un peu comme les rapports du GIEC, quoi. Donc on sait qu'il y a un problème, c'est toujours un petit peu le même problème, mais on continue à en parler sur des bases qui, à mon avis, ne sont pas celles qui répondent au problème. Donc effectivement, la place de l'écoute dans le journalisme est primordiale et elle peut prendre différentes formes. Ça peut être l'écoute dans une interview, mais aussi comment ne pas être déconnecté d'une certaine partie de la population, et notamment celle qui se met le plus en retrait de l'information, celle qui est en rejet des médias. Comment être réceptif à cette parole et pas juste se contenter de lui laisser un espace d'expression, mais comment la réceptionner pour que les gens se sentent entendus et pour qu'ils se sentent non pas seulement représentés, mais comme vraiment sentir qu'ils comptent. Parce que c'est ça qu'on a vu aux États-Unis, mais qu'on voit dans d'autres pays où la démocratie est en péril, c'est que les gens votent pour des populistes parce qu'ils veulent sentir qu'ils comptent. Donc comment nous, en tant que journalistes, on a un rôle à jouer pour que les gens sentent qu'ils comptent? Parce que pour vous, c'est très clair, la question de l'écoute et de la qualité d'écoute, les gens le ressentent lorsqu'ils voient un journal télévisé ou qu'ils écoutent un journal radio ou un papier. Ils sentent que le journaliste n'écoute pas forcément très bien la personne en face. Ils le sentent et ça peut causer une rupture ou en tout cas un exode, comme en parlent nos deux collègues. Oui, alors très concrètement, comment se déroule une interview, notamment sur des plateaux télévisés? Les questions sont préparées à l'avance. Bien souvent, on écoute en ayant déjà en tête la question suivante, mais aussi les gens qui ont eu affaire eux-mêmes à des journalistes et qui ont été interviewés ont eu un sentiment d'un échange très transactionnel, où en fait, on a été utilisé pour ce qu'on avait à dire, et souvent on reste un petit peu en surface. C'est-à-dire qu'on va répéter les propos qui sont déjà sur Twitter, parce qu'on avait besoin de cette prise de parole-là. Et donc, oui, effectivement, le manque d'écoute est visible, elle est palpable, et elle est problématique parce que les gens se sentent de moins en moins pris en compte. Pour rebondir sur cette question de la transactionnalité de l'écoute, il y a quelques années, j'ai fait un papier sur comment on enquêtait sur les violences sexuelles pour la Revue des médias, avec ma collègue Julien Ravajouakani. Et effectivement, j'avais interviewé Marine Turki et Lénaïque Bredou de Mediapart. Et effectivement, elles expliquaient à quel point c'était un exercice compliqué parce qu'elles ne sont pas là, pour recevoir la plainte de la personne ou l'aider dans sa reconstruction si elle est victime de violences sexuelles. Mais en même temps, elles ne peuvent pas non plus faire comme si ça ne les touchait pas et que ce n'était pas quelque chose de sensible. Donc pour vous, il faudrait cette réflexion-là, la prendre de cette manière d'interviewer et de recueillir des informations
et la propager à tous les journalistes? Tout à fait. En fait, il y a des gens qui seront jamais bons à l'écoute, hein, mais mon ambition, c'est de, en tout cas, accompagner les journalistes à apprendre comment écouter. C'est vrai que par exemple, en école de journalisme, moi, dans le cadre de mon livre, j'ai pu enquêter et questionner notamment les directeurs pédagogiques et les directeurs d'école de journalisme, leur demander si l'écoute fait partie des compétences apprises par les apprenants journalistes. Non, sauf dans des cas très précis où effectivement il y a des enquêtes sur des sujets hypersensibles. Mais en fait, dans une société où tout devient très très épidermique, où la polarisation est grandissante et tout devient un petit peu très sensible, en fait, c'est d'autant plus important que les gens soient formés à réceptionner une parole sans jugement, mais avec discernement. Et l'autre constat que je fais aussi dans le livre, c'est qu'en fait, nous sommes humains. C'est-à-dire que les journalistes sont des humains. Et c'est à mon avis, plutôt du bon sens et un avantage que de le reconnaître et de ne plus se placer comme dans une posture où on est mi-journaliste, mi-humain, mais en fait on fait de l'objectivité, on érige l'objectivité vraiment en valeur absolue pour le journalisme, alors qu'on est un être humain avec notre expérience vécue, nos opinions, on va choisir notre angle, la personne interviewée, etc. Et je pense qu'en fait, au lieu de faire comme si ça n'était pas le cas, admettre et être transparent sur le fait qu'on est humain et qu'on est tout ça, ça peut vraiment aider à renouer la confiance avec les citoyens. Sans parler du journalisme de solution, qui est une pratique que vous défendez, que vous mettez en avant, qui consiste, non pas forcément, comme on peut l'entendre parfois d'une manière caricaturale, donner les bonnes nouvelles et seulement les bonnes nouvelles et ce qui marche, mais aussi expliquer comment les choses peuvent être réglées sur le temps long, en faisant des checks, après coup, pour voir ce qui a marché ou pas. Ça, c'est aussi votre cheval de bataille. Oui, tout à fait. Et je reviens sur ce qui a été dit, sur le fait que les gens ont l'impression qu'on raconte toujours la même info, ou que c'est toujours un petit peu la même chose. Et en plus, dans une société où l'information a pris énormément de place, elle est partout, tout le temps, on la reçoit même quand on ne la veut pas. Pour prendre un exemple très cynique, sur le cas des inondations ou des catastrophes naturelles liées à la crise climatique en général, on peut changer le lieu, la date, le nombre de morts et raconter toujours la même histoire. Mais en fait, les humains s'organisent partout dans le monde pour répondre à ces catastrophes, pour répondre aux enjeux du réchauffement climatique. Et omettre cette partie-là de la réalité, non seulement est pas correct, parce qu'on n'informe pas pleinement, mais en plus, on manque l'opportunité de justement raconter une autre histoire, de raconter quelque chose de différent et d'apporter des informations nouvelles à l'audience. Alors Jérôme, David et Guénel, je vous ai vu opiner du chef. Je vous redonnerai la parole juste après, parce qu'il y a Gaspard G à côté de moi. Bonjour Gaspard. Bonjour. On a 2 points communs, on est journaliste et on n'a pas fait d'école de journalisme. Ça s'arrête là. On peut se serrer la main là-dessus. C'est nos seuls 2 points communs parce que je ne travaille pas à France Inter et je n'ai pas des milliers de followers sur Insta, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui a été dit jusqu'ici? Parce que vous vous impliquez beaucoup dans la création de rendez-vous pour apporter l'information aux plus jeunes, en tout cas à des plus jeunes que moi, à des gens qui ne sont pas forcément très au fait de l'info. Vous avez adopté des grammaires très spécifiques à YouTube, vous êtes très efficace dans votre montage, dans votre parole, etc. Qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Vous n'êtes pas le porte-parole des moins de 30 ans, mais ça peut être intéressant quand même d'avoir votre point de vue, parce que c'est votre cible, quelque part, non? Absolument. Peut-être pour expliquer en 3 mots vraiment ce que je fais. Bien sûr, aujourd'hui, je l'ai mal fait. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Simplement, je pense que ça peut être utile. Moi, je suis créateur de contenu. Avant tout, c'est mon premier métier. Je fais ça sur YouTube, à travers des vidéos entre 20, 25, 30, parfois 55 minutes. On fait des enquêtes de terrain, on fait des entretiens pendant des périodes électorales, pour essayer, des enquêtes, des remises, on donne des clés de lecture sur des grandes questions d'actualité. Et je travaille aujourd'hui avec une équipe. Il y a 6 personnes qui s'occupent de ma rédaction aujourd'hui. Et voilà. Et la manière dont on essaye de le faire, on le fait auprès de 1 200 000 personnes qui ont décidé de s'abonner. Ça fonctionne exactement comme Squeezie, Lena Situation et autres, sauf qu'ils ont décidé non pas de s'abonner à un créateur de contenu qui parle de divertissement ou de mode, ce qui est très bien aussi, mais ici d'information.
Donc, le premier constat que nous on fait, c'est que, en fait, parfois on dit que la jeunesse, elle est dépolitisée, elle a pas tellement envie de s'informer, etc. Bah, c'est plus ou moins vrai, en fait. Ça dépend un petit peu, ça dépend vachement, en fait, de la forme et de la grammaire qu'on décide d'adopter. Moi, je me retrouve beaucoup dans ce que dit Jérôme par rapport à la démarche de France Info. Nous, la démarche dans laquelle on s'ancre, c'est qu'on essaye de proposer ce que les Américains appellent plutôt du slow journalism, un journalisme lent, qui prend son temps, on n'est pas premier sur l'actu, d'ailleurs on est probablement dernier sur l'info, on l'assume. Vous n'avez pas une vidéo par semaine, ça c'est clair, vous avez un schedule, la programmation qui est assez espacée. Et ça existe, hein. L'information quasi en continu, elle existe grâce à d'autres créateurs d'informations en ligne. Peut-être que le plus connu en France, c'est Hugo Décrypte, Bien sûr, ouais. qui est le média le plus cité des moins de 30 ans en France, qui est quand même absolument dingue de voir ça m'a fait halluciner, c'est le Reuters Reuters, absolument, qu'un type dans sa chambre, à la base, aujourd'hui il n'est plus dans sa chambre, il y a 30 personnes, mais quand en 2017, il était encore seul dans sa chambre, et aujourd'hui, 5 ans après, il arrive à... 5 ans, 5 plus 3, 8 ans après, il arrive à avoir 14 millions, je crois, de personnes qui le suivent et qui lui font confiance pour l'information. Bon, nous, c'est pas tellement l'approche qu'on a. L'approche qu'on a, c'est slow journalism. Peut-être que mon premier rôle, parfois on me demande la question, on me dit est-ce que vous vous sentez journaliste, pas journaliste, etc. Moi, j'ai le sentiment que ce qu'on produit, c'est du contenu journalistique, et peut-être que notre premier rôle, c'est d'abord être presque prof d'éducation civique ou prof de géo ou vulgarisateur sur ces enjeux, parce que l'approche qu'on a, effectivement, c'est une approche hyper pédagogique. Nos premières audiences, en fait, à la base, on s'est dit on va faire du média pour les jeunes qui nous ressemblent, donc en gros des 16-25 ans, et en fait, la première tranche d'âge qui nous suit, c'est effectivement les 18-24, ensuite c'est les 24-34, mais ensuite c'est largement les 34-44 et les 44-55, avant même les 13-17. Et dans la rue, de plus en plus, j'ai des parents, des quadras, des quinquagénaires. Donc c'est pour ça que je veux pas du tout, et je pense que c'est important de dire, c'est pas un média de jeunes. En fait, c'est vraiment c'est une autre approche, 100% sur le numérique, et qui se veut concernante. La manière dont on bosse aussi, on essaye, et je suis hyper sensible à ce que vous disiez sur comment est-ce qu'on fait une information servicielle, entre autres. C'est un petit peu ce que j'ai entendu, ce que j'en ai compris en tout cas. Et donc, les réseaux sociaux aujourd'hui sont aussi de formidables outils pour sonder nos utilisateurs, nos abonnés, et leur dire quelles sont les questions sur lesquelles vous souhaitez avoir un éclairage. Ça, on encourage à fond cet engagement de la communauté. Moi, finalement, dans cette histoire, je suis un présentateur un peu nouvelle génération, si on veut. J'ai une rédactrice en chef, j'ai des journalistes qui travaillent avec moi, j'ai des monteurs, etc., des techniciens. Mais et mon rôle là-dedans, c'est quelque part, c'est gestionnaire de communauté où j'essaye de comprendre quelles sont les interrogations des Français qui nous regardent, des francophones qui nous regardent, et leur donner des clés de lecture. Voilà ce qu'on essaie de faire. Donc vous réussissez à réconcilier le public avec l'information. Là, en fait, vous avez résolu le problème. Alors pas du tout. D'accord. Non, il y a encore plein d'enjeux, plein de sujets. Il y a des sujets de financement monstrueux, des enjeux là-dessus qui sont hyper importants chez nous. Vous l'avez dit, alors je permets juste cette petite... C'était tout à fait juste ce que vous avez dit, mais je me permets d'expliquer. Donc Xavier Niel, moi, est actionnaire de l'agence Intello, qui est une agence de créateurs de contenu, dont je suis le fondateur et président exécutif. Et on s'occupe de 25 créateurs de contenu. Alors des créateurs de contenu, par exemple, comme César Culturger, qui est le premier TikToker de culture, mais aussi comme Claire Chazal, qui a décidé... Elle, Claire, de nous faire confiance, j'ai la chance d'être son producteur aujourd'hui, qui a décidé de se numériser parce que, et là je vais dire quelque chose, mais qui pour moi est hyper important aussi, c'est que les réseaux sociaux permettent de nouvelles incarnations. Claire, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, elle s'est fait dégager de TF1, de manière, enfin, il faut dire les termes. Et pourquoi ? Parce que peut-être qu'on s'est dit, il est temps pour un nouveau visage, il est temps pour autre chose. Elle n'était pas propriétaire quelque part de ses canaux de distribution. Donc elle a décidé aujourd'hui de repartir à la conquête de son public sur Instagram, sur YouTube, et on s'est attendu, et c'est vrai que le premier public, c'est en général ces fidèles téléspectateurs qui sont restés et qui l'attendent encore 20 ans après, mais il y a aussi un nouveau public, et aujourd'hui il y a plein de 13-17 ans qui découvrent Claire Chazal, qui leur fait des recommandations culturelles, et en plus d'être la reine de l'info, c'est une reine de la culture, donc c'est hyper intéressant de voir Claire à la conquête de ce nouveau public, et c'est une créatrice de contenu, d'abord une journaliste, mais une créatrice de contenu qui a 69 ans. Et ça, c'est extraordinaire. Nina, je vous ai vu sourire. Qu'est-ce qui vous a fait sourire ? C'est déjà très beau storytelling, non, mais ça m'a fait sourire parce que ça parle aussi de cette nécessité de se reconnecter d'une façon ou d'une autre. Évidemment, l'intelligence veut qu'on utilise les plateformes pour se reconnecter à l'audience, mais ça fait partie
des différents outils qui sont à disposition pour se reconnecter au public et entendre ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe, ce qui les empêche de s'endormir le soir. Enfin voilà, c'est vraiment retrouver une connexion avec le terrain, même si elle est virtuelle, même quand elle est virtuelle. Jérôme, David, Guénel, je vous ai vu tout à l'heure à plusieurs reprises opiner du chef. Guénel, peut-être d'abord, ouais. Oui, je pense que dans notre étude avec David, et c'est assez amusant parce que Jérôme, vous le disiez, et puis vous aussi Gaspard, justement ce qu'on se disait, c'est qu'il fallait arrêter la logique de l'audience pour aller vers la logique des publics. Pardon, je t'ai... Mais parce que vous le disiez aussi, c'est-à-dire qu'on a... mais la difficulté aussi, c'est que vous êtes quand même dans une forme de résistance dans l'écosystème dans lequel on est. C'est-à-dire on parlait de l'économie des médias. Enfin, aujourd'hui, on est dans une société de l'information et la ressource rare, c'est notre attention. Oui, on est dans un capitalisme de l'attention, je pense qu'on peut le dire. Et justement, comment est-ce qu'on fait? Et le parallèle est intéressant avec les rapports du GIEC, parce que Dominique Boulier parle de réchauffement médiatique, par exemple. Et je trouve que c'est un peu la situation dans laquelle aujourd'hui on est aujourd'hui. Mais comment est-ce qu'on fait justement pour lutter contre ça? Et c'est très compliqué au niveau individuel. C'est pas simple pour les médias, y compris les médias classiques, qui sont pris dans aussi une logique où ils doivent aussi, en termes économiques, aller vers la captation d'une forme d'attention quantitative pour continuer à survivre. Et en même temps, on sait que c'est pas durable. Et c'est pour ça qu'il y a des solutions aussi, sans doute, pour réconcilier le public avec l'information, qui doivent être prises au niveau des pouvoirs publics également. C'est-à-dire, il y en a à tous les niveaux, je pense. C'est-à-dire, c'est vrai que ce qui était intéressant avec notre étude, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont emparés en tant que citoyens et qui nous ont dit « Ah, c'est super, en fait, vous mettez un mot sur ce qu'on ressent ». Donc, on a l'impression de ne pas être tout seul. Et les deuxièmes cibles, c'est justement les journalistes. Alors, pas tous les journalistes, mais beaucoup de journalistes pour s'interroger. Après, je pense que effectivement, les pouvoirs publics, parce qu'il en va aussi, comme vous le disiez, de la démocratie. Enfin, c'est quand même les gens qui se retirent du débat public. C'est presque pour moi, David, tu regardes beaucoup les gens qui vont vers le complotisme ou les choses comme ça, c'est très dangereux. De mon côté, c'est vrai que les gens qui se retirent complètement, qui suspendent leur opinion, parce qu'on peut parler des populismes, mais on peut parler aussi des minimum 35% de Français qui vont jamais voter, ou qui vont pas voter. Ils se retirent du débat public. Ça veut dire que le débat public n'appartient plus qu'à ceux qui sont extrêmement, extrêmement polarisés, justement. Donc, en fait, tout ça, il y en a pour tout le monde, en fait, et c'est un vrai enjeu. C'est un vrai enjeu. Oui, c'est un problème multifactoriel. David, non, Guénel a tout dit. Non, juste, oui, ce que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un cercle vicieux des médias qui fonctionne de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a une émotion sur les réseaux sociaux. Les rédactions s'emparent de cette émotion sur les réseaux sociaux en se disant tiens, il faut quand même qu'on en parle parce qu'il y a des émotions. Les réactions à ces émotions créent des réactions qui elles-mêmes créent de nouvelles émotions et qui finalement viennent à nouveau faire la une dans les médias traditionnels en tout cas. Et ce cercle vicieux, à mon sens, il procède d'une logique d'audience. C'est la logique d'audience et cette logique d'audience, c'est en gros on va parler à tout le monde. Peu importe ce qui sera entendu, ce qui sera compris, ce qui sera finalement retenu de l'information qu'on aura délivrée à tout le monde, mais on aura fait de l'audience. Et nous, ce qu'on a finalement analysé à travers ces deux études, c'est que peut-être que de retourner vers une logique de public, c'est-à-dire un public qu'on écoute, qu'on entend, un public avec lequel on a une relation, un public avec lequel on discute et finalement on parle le même langage, permettrait aussi cette réconciliation avec les publics et finalement permettrait de renouer le lien de confiance et finalement ce rôle qui, à mon sens, est essentiel d'intermédiation dans l'information. Parce que ce soit un créateur de contenu, que ce soit un journaliste, que ce soit une rédaction dans son ensemble, on est des intermédiaires dans l'information et on doit finalement habiter ce rôle pleinement, je crois. Alors, Guénel, vous vouliez rajouter quelque chose? Parce qu'il y a Jérôme et Nina qui veulent dire quelque chose. Mais allez-y. Mais juste rapidement, parce que je trouve ça vraiment intéressant, l'approche de Nina sur l'écoute. Parce que justement, on parle beaucoup d'émocratie, d'émotion, etc. En fait, ce qui est intéressant dans l'écoute, je ne veux pas faire le b.a.-ba de la communication positive, mais c'est qu'une émotion, derrière une émotion, il y a toujours un besoin. Et derrière ce besoin, il y a des gens qu'il faut aider à exprimer le besoin qu'ils ont. Et c'est aussi, à mon avis, le rôle du journaliste, pas en rester à l'émotion, mais aller chercher le besoin
besoins qui se cachent derrière ces émotions-là. Jérôme, rapidement. Je voudrais, quitte à être un peu, à prendre un tout petit peu le contre-pied, on nous fait souvent le reproche, nous, médias de flux, médias traditionnels, de chercher l'audience. Je vais vous dire une chose, oui, je la cherche, l'audience. J'ai eu des expériences dans des radios privées avant de venir ici dans le service public. Je suis fier ici d'appartenir à Radio France qui réunit chaque jour plus de 15 millions de Français. Fier d'être sur France Info qui réunit plus de 5 millions de personnes chaque jour. Et pourquoi ? Parce que précisément on réunit les gens et qu'on parle des publics et qu'il est très important de ne pas oublier que avec l'apparition extraordinaire de ces nouveaux médias et qui est peut-être un des phénomènes à la fois peut-être les plus vertigineux mais en même temps les plus réjouissants quand on est journaliste de voir de nouveaux médias surgir, parallèlement, ça n'a pas tué. Ça n'a pas tué les médias de flux. Alors certes, l'audience du média radio a tendance à s'éroder, ouais. Mais nous continuons de rassembler et nous continuons à une condition qui a été soulignée par Nina. Le mot intermédiation aussi a été prononcé à l'instant par David. C'est que nous restions à notre juste place. Nous sommes des médias. Je suis un médiateur. Je ne suis pas seulement une incarnation. Je ne suis pas ma gueule sur l'affiche. Je ne suis pas le nom du 7-9, je suis quelqu'un qui est là pour écouter, pour prendre acte, prendre en compte en effet la parole, faire en sorte que l'ensemble des problématiques de la journée, quand les gens encore une fois ouvrent la fenêtre sur l'actualité, comme ils le font quand ils allument la radio, le matin, faire en sorte que l'ensemble de ces problématiques soient prises en compte. C'est pas facile, c'est notre job au quotidien, mais le rôle aujourd'hui, mon rôle, quand je porte une matinale comme France Info, mais avec les 200 journalistes qui préparent cette matinale au quotidien, qui font cette antenne au quotidien, notre rôle, c'est d'être à la juste distance, les médiateurs, les modérateurs de cette actualité. Et ça, c'est très important. Vraiment, encore une fois, ça a été très justement dit par Nina, nous sommes des humains. Nous sommes affectés. Je le suis, moi, affecté. Quand ce matin, je reçois le cousin d'un otage israélien, je suis affecté par ce que j'entends. Quand j'ai en direct l'arrivée de Charlie Dalin, je suis heureusement affecté, je suis heureux de ce qui est en train de se passer. Et ça doit se ressentir. Et c'est aussi ça que viennent chercher les publics. Et c'est comme ça qu'on les fédère. Et fédérer les publics, je vous garantis que c'est quelque chose qui est noble et qui est important et qu'il faut défendre. Nina, vous vouliez rajouter quelque chose? Après, on aura la possibilité de poser des questions. Incroyable. Oui, pour répondre sur ce que Jérôme disait à l'instant, et je suis ravie de ce que tu dis, d'envisager vraiment la position du journaliste comme une position de médiateur. Et je sais qu'à France Info, tu n'es pas le seul à le dire publiquement. En tant que médiateur, on se positionne au milieu. Donc, en étant au milieu, la question est de savoir si on va faire barrage ou si on va faire pont. Et je pense que faire pont, ça s'apprend. Et dans les formations que j'ai pu donner ces 5-6 dernières années, depuis qu'on a monté une formation vraiment spécifiquement sur les sujets polarisants, les journalistes, pas une seule fois, m'ont dit « c'est pas ce que je veux faire. Je ne veux pas être à l'écoute des gens. C'est pas pour ça que je fais ce métier, ça ne m'intéresse pas. » Mais ils ne savent pas faire. Et ils ne s'en rendent compte qu'une fois qu'on apprend vraiment comment à se positionner au milieu, mais en étant dans une position de pont, justement. Et la dernière chose que je voulais citer, en écho à ce que disaient David et Genaël, c'est cette étude, encore une autre, de l'Institut Reuters qui est sortie il y a 2 mois et qui montrait que les journalistes et les médias sont considérés comme nous divisant davantage que les réseaux sociaux. Donc effectivement, il y a urgence à se départir de la polarisation qu'il y a sur les réseaux sociaux, à moins suivre les émotions et à s'intéresser aux motivations profondes des gens. Et vraiment faire ce pas de côté. Et je crois qu'avec en plus l'intelligence artificielle qui peut menacer aussi la position ou la valeur ajoutée du journaliste, être humain et ralentir et faire du slow journalism et vraiment essayer de ne pas courir entrer dans cette course à l'émotion qui fait qu'en fait tout le débat se cristallise autour de ces émotions qui nous divisent.
est absolument primordial. Alors, fédérer les publics, c'est aussi l'objectif de Médias en scène, et on a promis à la salle qui vous écoute religieusement de pouvoir poser des questions. Il reste 6-7 minutes malheureusement de table ronde, c'est frustrant. Vous levez la main, on vous amène un micro et vous pouvez dans ces 5 dernières minutes échanger avec nos invités. Bonjour monsieur. Bonjour. Je ne suis pas aussi brillant que vous et habitué à l'art oratoire, je suis simple médecin. Mais j'ai compris que, effectivement, pas très simplement, je vais être très clair, je ne veux pas être trop... j'ai compris que ce flot continu d'informations fait que ça devient anxiogène, les gens se retirent. Mais à contrario, on ne comprend pas très bien... je m'excuse, en ce moment, on est frères. Il y a des Gazaouis là, qui sont massacrés. Je m'en foutais, moi, à l'époque, hein, mais j'ai des amis qui sont revenus de là-bas. Et on n'entend plus parler. Vous en avez parlé un petit peu, puis d'un seul coup, plus rien. Comment donner un sens à cette information quand depuis 3 semaines, 1 mois, on dit 50 000 morts, mais c'est au bas mot 100 000, hein, avec tous les amputés et les cordes de souffrance qui vont derrière. Et en tant qu'humain, comment on peut trouver l'information crédible quand vous n'en parlez plus? Vous parlez d'information de proximité, la politique qu'aujourd'hui on connaît, bon, il y a des problèmes à répétition, mais il y a des choses. Et deuxième chose, autour de moi, j'ai beaucoup d'amis d'origine étrangère, hein, et ces gens-là sont 27 millions, quand on croise les fichiers ENED, INSEE, 27 millions. Et on voit que vous montrez, vous donnez la parole toujours aux maghrébins qui pas forcément maîtrisent la langue de Molière, alors qu'il y a des blancs aux yeux bleus, hein, je veux le dire, cash maintenant, issus de la 2e, 3e, 4e génération. Et je me dis, mais l'information, elle va où, là? Enfin, je suis très modeste, hein, peut-être que je ne ferai pas mieux que vous, mais je me dis, est-ce que vous êtes vraiment honnête dans l'information? Est-ce qu'il n'y a pas des puissances, comme on dit? J'y croyais pas avant, hein, la puissance de l'argent, les Bolloré, tout ça, ou des gens venus d'ailleurs. Mais je commence à me poser sincèrement la question. Parce que là, Pardon. Non, c'est des très bonnes questions. La première question, je vais me permettre de répondre sur la question sur la façon dont les gens, enfin les sujets qui intéressent les médias. Il y a quelques années, j'ai fait un article au moment de la guerre en Ukraine sur les 7 règles, en gros, qui ne sont pas des règles écrites, mais qui sont des règles qu'on observe, qui font que les journalistes parlent de telle ou telle catastrophe, etc. Et souvent, ce qui fait que les journalistes s'intéressent plus à un sujet qu'à un autre, c'est la nouveauté. Dès que le sujet perd de la nouveauté, malheureusement, il s'en détourne. Je suis d'accord avec vous, c'est désastreux. Voilà, absolument. Et c'est sur la revue des médias, on a fait un article effectivement sur la question de la médiatisation des conflits au fil du temps, avec beaucoup de données. Et effectivement, il y a certains sujets qui disparaissent au fil du temps. Voilà. Et ça, il y a plein d'explications. Je vous invite à lire nos articles. Je voudrais juste quand même dire un mot là-dessus, parce qu'il y a des phénomènes d'occultation, évidemment. La règle, c'est que nous ne pouvons pas parler de tout en même temps. Sur une antenne, par définition, on ne peut pas. En revanche, nous avons la chance en France d'être dans un écosystème informationnel qui reste très pluraliste et dans lequel, si on recherche une information, on la trouve. Et ce dont vous parlez, c'est arrivé à vos oreilles, en effet, que le drame des Gazaouis continue. Nous ne pouvons pas systématiquement, pour plein de raisons, le mettre en avant. Par exemple, cet après-midi, dans 3 quarts d'heure, nous allons parler du discours de politique générale du Premier ministre, et c'est bien normal, c'est en train de se passer, c'est la vocation de France Info d'en parler, et pendant ce temps, nous ne parlons pas d'autre chose. En revanche, nous avons la chance, encore une fois, d'être dans un écosystème qui doit permettre la circulation de l'information, et encore une fois, c'est ça qu'on doit défendre tous ici dans un événement comme celui-ci, c'est la circulation d'une information et d'une parole de qualité aussi pluraliste que possible, et ça, c'est pas l'affaire d'un seul média, c'est l'affaire de l'écosystème médiatique. Ah, on en parle. Rapidement et surtout d'avoir des réponses, il reste 5 minutes maximum. Monsieur, on vous écoute. Une question concise, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. On voit bien dans les différentes interventions qu'il y a eu, que ce soit Gaspard G ou Jérôme Chapuis, puis chacun, je pense, répondra à son niveau, mais le parallèle qui peut se créer pour la notion globale d'information entre les contenus qui peuvent être produits par des médias qui ont pour objectif principal de transmettre une information, en tout cas historiquement, et des plateformes qui, historiquement, ont été plus dans le divertissement. On voit les passerelles que peuvent permettre de créer les nouvelles formes de médias, les nouvelles formes de contenu qui se créent aussi bien sur les plateformes que dans les médias.
Mais est-ce que ça ne peut pas aussi présenter des risques d'avoir des contenus d'information sur des plateformes qui sont noyés du coup au milieu d'autres contenus de divertissement, et à contrario dans les médias plus traditionnels, dans quelle limite est-ce qu'on peut se servir de ces plateformes pour aller toucher de nouveaux publics sans déformer l'image et l'objectif original du média et sans tomber dans du divertissement? Gaspard. C'est hyper intéressant pour essayer d'être hyper concis. La première logique, moi, m'inquiète aussi en tant que citoyen, c'est de dire aujourd'hui on diffuse du contenu sur des plateformes qui sont américaines ou chinoises. Donc déjà, on n'est pas maître des canaux de distribution. C'est bête et méchant, mais si demain le linéaire disparaît et la logique hertzienne, en fait, nous ne serons plus maîtres de ce. Il y a des risques d'ingérence folle. On le voit avec Elon Musk, ce qui s'est passé aux États-Unis avec la réélection de Trump et son ingérence dans cette élection. Et puis là récemment, son récent contact avec l'AfD allemande. Tout ça, moi, à titre d'un point de vue citoyen, puisqu'on a dit que le journaliste était humain, ou même le créateur de contenu journalistique, j'espère l'est aussi, moi, ça m'inquiète. Je suis très inquiet aussi. Et je pense qu'il y a une vraie question de souveraineté numérique et souveraineté presque informationnelle qu'on doit se poser, qui doit être un débat dans l'opinion publique. Et récemment dans l'actualité, on a vu également ce qui s'est passé avec Mark Zuckerberg qui dit voilà, il n'y aura plus de modération, où on va enlever les fact-checkers sur les plateformes Meta. Tout ça doit nous poser évidemment des questions là-dessus. Je me permets de répondre aussi un petit peu sur la deuxième question, sur la question de Arte, pas de Arte justement, je voulais citer Arte. Arte. Tu nous parlais, je crois, de marques médias, comment ces médias traditionnels peuvent exister sur le numérique. Là, j'en parlais récemment, mais Arte, pour moi, il y a 20 ans, c'était la chaîne de ma grand-mère. Voilà. C'était la chaîne, c'était la 7, et ma grand-mère de 70 ans adorait Arte. Et il se trouve qu'aujourd'hui, c'est la marque média préférée de mon petit frère qui a 18 ans. Donc un type qui est né en 2006 et une dame qui est née en 1942 ont la même marque média préférée. Et donc ça montre, Bruno Patino et ses équipes ont fait un travail de dingue de digitalisation de l'offre numérique d'Arte pour la mettre à disposition de toutes et tous, en vertu du combat qui était fait à l'époque par les producteurs de médias qui disaient on veut d'abord diffuser sur nos sites web, sur nos plateformes, mais du coup il y avait des paywalls, il y avait plein de choses qui étaient un peu problématiques et qui empêchaient cet accès à l'information. Arte a dit le contraire et a décidé de rendre disponible ce catalogue sur YouTube gratuitement. Et je vois qu'il y a pas mal de moins de 30 ans aujourd'hui dans la salle et je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui Arte est une super marque média là-dessus. Donc je pense que c'est une réflexion que doivent avoir les directeurs et directrices de programmes, les directeurs généraux aussi d'information pour rendre accessibles tous ces programmes qui sont diffusés sur le linéaire et les rendre aussi accessibles sur le numérique. Merci pour cette réponse pas vraiment courte, mais merci. On va en prendre une toute dernière parce que l'animateur de cette table ronde est attendu dans 5 minutes à une autre table ronde. Donc, je dois courir à travers Radio France. Dans toute transparence. Voilà. Une dernière question rapide, vous y répondez et sachez-le, les gens qui sont ici sont accessibles évidemment après la table ronde. Vous pouvez poursuivre la discussion de manière informelle. Donc sympas. Ne soyez pas frustrés, ils sont super sympas et dispo. Jérôme est un peu fatigué, mais il a encore des neurones pour répondre. On vous écoute, monsieur. Allez, la dernière. Il y a une question ici, j'ai la lourde responsabilité d'avoir cette dernière question, qui va pour notamment toi, Gaspard G. Je suis très engagé sur les questions de médias et d'information, notamment pour les jeunes. Et je me suis posé la question, pourquoi être allé à la radio ? Pourquoi être allé à la radio quand on a vu que beaucoup de youtubeurs sont venus sur le linéaire, sur le hertzien notamment, et on a vu un peu... Pardon, si je peux me permettre, c'est une question complètement personnelle qui sort un peu de notre débat, à moins qu'il y ait une réponse stratégique rapide sur il a une réponse, dans cette logique. Alors, promis en 15 secondes, ouais. Je voulais aller chercher des nouvelles audiences de plus de 40 ans. Et aujourd'hui, j'étais pas capable, enfin je trouvais que je commençais à voir le nombre d'abonnés de la chaîne YouTube. Avant, on gagnait 60 000 abonnés au mois. Maintenant, c'est plutôt 40 000 abonnés au mois. J'ai vu qu'il y avait une petite perte de vitesse là-dessus. Et je me suis dit, si je veux aller chercher de nouvelles audiences qui ressemblent et qui sont les parents des gens qui me regardent, il faut que j'aille aussi sur les médias qui regardent. Avec Adèle Vendrette, on a réalisé que France Inter et ma ligne éditoriale étaient relativement proches. C'est pour ça qu'on a décidé de faire ce choix. Jérôme veut rebondir rapidement. En 2 secondes, c'est aussi une manière de répondre à la question d'avant. Il n'y a pas de raison d'opposer ces publics, précisément. Il n'y a pas de raison d'opposer ces médias, parce qu'on le voit, nous aussi, à France Info, en multipliant les expériences, notamment sur le numérique, que c'est une manière à chaque fois simplement de répondre à de nouveaux usages, à de nouvelles expériences qui sont liées à ces technologies qui ne cessent d'émerger. Merci beaucoup à vous 6 d'avoir honoré le public de votre présence.